Hello toi! On me dit souvent que je termine vite mes coloriages. Cela m'a donné l'idée d'un nouveau type de vidéo, le 1 heure top colo. Le principe est simple. Je programme une minuterie à 60 minutes et nous voyons ensemble ce que je suis capable de faire dans le temps imparti. Pour ce premier test, je ne me mouille pas trop avec un simple Cozy Colo réalisé au marqueur à alcool. Ici, j'utilise des graphite brush. Un peu plus tard dans la vidéo, tu me verras utiliser mes Moranti Languo, les stylos gel, pour ajouter quelques détails. Mon but n'est pas particulièrement de me précipiter. Je colorie à mon rythme et sans pression. Et oui, ne l'oublions pas, nos loisirs, quels qu'ils soient, sont faits pour nous détendre en prenant du bon temps. Ah, et encore une petite précision. Comme tu peux le voir, je ne suis pas dans mon espace de tournage habituel. Tout simplement parce que, comme tout le monde, j'ai chaud. Et tourner le soir dans une pièce qui a chauffé toute la journée, ça m'est tout simplement impossible. Je me retrouve donc à colo dans mon salon en compagnie de mon monsieur Panda. Désolée par avance pour les éventuelles différences colorimétriques, nous regardons des vidéos en parallèle. Bon, tu le sais, je ne suis pas très forte en blabla, donc je vais m'arrêter de broder maintenant. Pour la suite, je te laisse te replonger en enfance avec l'histoire des Aristochats racontée par Roger Carrel. Et nous, on se retrouve en toute fin de vidéo pour une petite conclusion. Une vieille légende raconte que dans le pays mystérieux de Prydain vivait jadis un roi si méchant, si cruel, si malfaisant, que les puissances célestes elles-mêmes le redoutaient. Comme aucune forteresse ne pouvait le retenir prisonnier, ses sujets décidèrent de le jeter vivant dans la masse d'un métal en fusion dont ils firent un immense chaudron noir. Ainsi fut enfermé son esprit démoniaque. Pendant des siècles, le chaudron demeura caché et introuvable. Il était convoité par tous les tyrans qui savaient que celui qui le détiendrait aurait ainsi la puissance du mal. Le chaudron maudit pourrait redonner vie à toutes les armées de guerriers morts à travers les siècles passés. Reportons-nous maintenant au début de notre histoire. Des siècles ont passé, et ce matin-là, dans la campagne du royaume de Prydain, Taram, un jeune garçon d'une douzaine d'années, rêve à la fenêtre de la ferme qu'il habite. Derrière lui, Dalben, vieux magicien, consulte un grimoire. Non, 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 non. Il y a là quelque chose qui ne va pas. Je le sens. Même au pays des elfes, tout le monde est agité. Le Seigneur des Ténèbres cherche quelque chose. Oh, Taram, tu es trop distrait. La marmite est en train de bouillir. Tiré brusquement de sa rêverie, Taram se précipita vers la cheminée pour décrocher la marmite. Il s'employa à verser une bonne partie de la pâtée qu'elle contenait dans un grand bol. Oh, Dalben, j'étais juste en train de penser que la guerre va s'arrêter et je n'aurai plus jamais la chance de devenir un chevalier combattant. Ma foi, ce n'est pas si mal. La guerre n'est pas un jeu. Les gens se détruisent pendant les guerres. Mais moi, je n'ai pas peur. Aïe, oui, oh, je me suis brûlé le doigt. Mais oui, tu es courageux et résistant. Crois-moi, si le Seigneur des Ténèbres se manifeste, tu auras d'autres soucis qu'une brûlure à ton doigt. Non, 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 petit chat. Cette pâtée n'est pas pour toi. C'est pour Tirelire. Tirelire, Tirelire. Il n'y en a que pour Tirelire dans cette maison. Après tout, ce n'est qu'un cochon. Tu apprendras un jour pourquoi il mérite tant de soins. Maintenant, cesse de rêver. Tu as du travail.
Bon, très bien, très bien. Brave petit, si plein de bonne volonté et si inconscient du danger. Taram emporta le bol dans la cour et le déposa devant la petite niche où logeait Tirelire. Il le poussa du pied vers l'intérieur. Dalben ne veut pas comprendre. Je ne suis plus un enfant. Il faut que j'accomplisse un exploit pour mon pays. J'en ai assez d'attendre ici à ne rien faire. Le bol de pâté réapparut, poussé de l'intérieur. Il était vide. Tirelire, un petit cochon dodu, se tenait derrière. Il regardait Taram avec un peu d'inquiétude. Bon, ça va, Tirelire. Je ne pensais pas ce que je disais. C'est pas une vie, ça. Je suis un chevalier, pas un gardien de port. Dalben croit que j'aurais peur. Il ne comprend rien. Tout ce que je demande, c'est une occasion où je prouverai que je sais me battre. À cet instant, Taram, joignant le geste à la parole, ramassa un bâton qui traînait dans la cour et s'en servit pour faire des moulinets. Tous les animaux de la ferme s'enfuirent, effrayés. Regarde, Tirelire, hein? J'ai l'air d'un guerrier. Tout le monde fuit devant Taram de Prydain. Ce n'est pas vraiment une lame de chevalier que tu agites ici. Oh, c'est toi? J'ai essayé Mais d'expliquer... bon. Et pendant ce temps, Tirelire se roule dans la boue. Tu rêves trop, mon garçon. Mais Dalben, est-ce que je vais passer ma vie à garder un petit cochon? Ça n'est pas un cochon ordinaire, mon enfant. Tiens, donne-lui un bon bain. Taram prit Tirelire par la peau du dos, le plaça dans un grand baquet et lui versa dessus un seau d'eau. Soudain, Tirelire sembla pris de panique. Hé, viens ici, je n'ai pas fini. Tirelire, qu'est-ce qui te prend? Mais du calme, voyons. Taram, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Il y a quelque chose de bizarre avec Tirelire. Comment? Allez vite, petit, apporte-le ici, à l'intérieur. En toute hâte, Dalben remplit une bassine d'eau et disposa tout autour plusieurs chandelles. C'est pour quoi faire? Pose Tirelire sur le sol. Je n'ai jamais utilisé sans raison son pouvoir. Aujourd'hui, il le faut. Son pouvoir? Quel pouvoir? Ce que tu vas voir et apprendre aujourd'hui, ne le révèle jamais à personne. Tirelire, par toi, je vais savoir, à travers l'eau de ce miroir, ce qui se cache au-delà de mon pouvoir. Tirelire se pencha sur la surface de l'eau, la toucha à peine de son groin. L'eau frissonna, puis devint scintillante et profonde. Alors apparut dans le fond lointain du bassin une sombre et troublante image. Le Seigneur des Ténèbres. Chut. Ne dis rien, regarde. Il est à la recherche du chaudron magique. Le chaudron magique? Qu'est-ce que c'est? Une arme épouvantable, petit. Ce chaudron a disparu depuis des siècles. Mais si le Seigneur des Ténèbres parvient à le retrouver et à s'en emparer, personne ne pourra plus s'opposer à lui. La puissance de ce chaudron est terrible. L'eau frissonna à nouveau et redevint claire. La vision du Seigneur des Ténèbres et celle du chaudron disparurent comme par enchantement. Sur la surface du bassin, on voyait simplement refléter l'image du petit cochon. C'est donc cela le pouvoir de Tirelire? Oui, il sait. N'en disons pas plus. Tirelire, cesse de te contempler. Dalben jeta son bâton dans le bassin et l'image du cochon disparut. Il s'empressa alors de réunir dans un sac des vêtements et des provisions. Tu vas quitter cette maison sans tarder. Prends Tirelire avec toi et réfugie-toi dans le cottage secret au fond de la forêt défendue. Cachez-vous là et n'en sortez à aucun moment. Attendez que je vienne vous chercher. Nous cacher? Mais pourquoi? J'étais seul jusqu'à ce jour à connaître le pouvoir de Tirelire. Mais il semble que le Seigneur des Ténèbres l'ait aussi découvert. Il va tout faire pour essayer de l'utiliser et trouver le chaudron magique.
Mais moi, le Seigneur des Ténèbres ne m'effraie pas. Eh bien, c'est que tu es un pauvre imbécile. Le courage désespéré n'est pas fait pour combattre ce démon. Maintenant, dépêche-toi, mon garçon, et prends garde à tout. Au revoir, Dolben. Tu peux compter sur moi. Je ne te décevrai pas. Tant de responsabilités sur ses jeunes épaules. Pendant ce temps, dans sa forteresse sinistre, le roi, seigneur des ténèbres, réfléchissait. Il était là, tapi au fond d'une pièce sombre où des squelettes de guerriers depuis longtemps disparus lui tenaient lieu de compagnon. Il exprimait ses pensées à haute voix. Mes soldats, mes compagnons, j'aurai bientôt toute la puissance de ce chaudron magique. Alors, vous reprendrez vie. Alors, coulera en moi une force invincible. Alors, nous conquerrons le monde. Après avoir quitté la ferme, Taram, accompagné de Tirelire, s'enfonça dans les bois pour rejoindre le cottage secret. Tous deux venaient de s'arrêter au bord d'un ruisseau pour se désaltérer. Sûr, Tirelire. Je ne savais pas que tu pouvais avoir des visions étranges et des trucs comme ça. Je pensais que tu n'étais qu'un petit cochon ordinaire. Dolben a eu raison de me faire confiance. Reste toujours près de moi et rien ne pourra t'arriver. Mais Taram, une fois de plus, laissa son esprit s'évader dans un rêve de gloire. Il entendait une voix étrange qui proclamait « Taram de Prydain, héros de tous les temps, guerrier intrépide. » Oh, merci. Mais je ne serais rien sans le secours de mon cochon Tirelire. Tirelire, où es-tu? Tirelire, réponds-moi. Oh non. C'est toi, Tirelire? Regarde ce que j'ai pour toi. Une pomme splendide. C'est pas appétissant? Oh ouais! À cet instant, surgissant d'un buisson, une petite créature couverte de poils, vive comme l'éclair, arracha la belle pomme des mains de Taram. Merci, mon prince. Merci, donnez au pauvre Gurki affamé de quoi mâcher, mâchouiller et croquer. Bon prince, bonne pomme. Hé, toi, rends-moi ça. Je ne t'ai rien donné. Hé, rends cette pomme, petit voleur chevelu. Taram s'empara d'une branche et menaça la petite créature qui ne semblait pas autrement effrayée. Ou bien tu me rends ce que tu as volé, ou bien tu vas t'en repentir. Alors, où as-tu mis cette pomme? Gurki fit alors surgir sa main cachée derrière son dos et qui tenait la pomme. Mais avant de rendre le fruit, il en croqua très vite un bon morceau. Oh, toi, sale petit voleur! Tu devrais avoir honte. Oh, pauvre misérable Gurki qui mérite toujours recevoir des coups sur petite tête. Jamais rien à croquer, à mâchouiller. Oh, pitié pour le pauvre Gurki. Arrête ces jérémiades, veux-tu? Je n'ai pas l'intention de te frapper. Maintenant, dis-moi, as-tu aperçu un petit cochon par ici? Oui, monseigneur. Gurki a des yeux perçants. Gurki a vu petit cochon qui courait tout droit dans la forêt. Gurki va retrouver le petit cochon. Alors, tu seras mon ami pour toujours? Avec une rapidité étonnante, Gurki bondit sur l'épaule du jeune garçon et cacha sa tête dans le revers de sa veste. Mâchant et mâchouillant ici ou là. Écoute, c'est Tirelire. Il a certainement des ennuis. Des ennuis? Alors, au revoir. Et Gurki disparut aussitôt dans un buisson. C'est alors que Taram aperçut les griffus. C'étaient d'immenses chauves-souris envoyées par le Seigneur des Ténèbres et qui pourchassaient le pauvre Tirelire à travers les sentiers de la forêt. Tirelire fuyait de toute la force de ses petites pattes. Il faisait 1000 crochets pour détourner les attaques des monstres qui cherchaient à se saisir de lui. Attention, Tirelire! Derrière toi! Trop tard! Épuisé, Tirelire ne put cette fois éviter le monstre griffu qui se saisit de lui et l'emporta dans les airs. Oh non! C'est affreux! Taram plongea sur la bête tandis qu'elle commençait à reprendre son vol, mais un second griffu l'attaqua par surprise et d'un coup de ses ailes puissantes, le jeta à terre, tout étourdi. Revenez! Revenez! Pauvre Taram, il assistait impuissant et désespéré à ce rapt. Le monstre était déjà haut dans le ciel, tenant dans ses griffes le petit cochon terrorisé. Il l'emportait vers la sinistre forteresse du roi Seigneur des Ténèbres.
C'était un sombre château, perché au sommet d'un pic inaccessible. Le tonnerre grondait alentour et des éclairs illuminaient les tourelles dont l'architecture tourmentée était effrayante. Foi de chevalier, je te sortirai de là, Tirelire. Je te le jure. Oh, non, monseigneur, non. Il faut oublier Petit Cochon. Jamais ne rentrer dans ce château maudit. Tiens, tu es revenu, toi? Gurki est revenu pour être ton ami. Mon ami? Tu n'es pas mon ami. Tu t'es sauvé comme un lâche. Oh, et puis ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai promis à Dolben de veiller sur Tirelire. Je le ferai. Il faut que j'y aille, à n'importe quel prix. Alors, tu m'accompagnes? Ah non, 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 impossible. Ces lieux trop dangereux. Je connaissais ta réponse. Tu n'es pas mon ami. Si monseigneur va là-bas dans le château maudit, le pauvre Gurki sait bien qu'il ne reverra jamais son ami. Sans plus prêter attention aux recommandations du petit personnage apeuré, Taram entreprit courageusement l'escalade du roc qui menait au château. Pas après pas, au risque de se rompre le cou 1000 fois, il atteignit enfin une petite fenêtre par laquelle il se glissa à l'intérieur du château sans être vu. Dissimulé dans un coin obscur, Taram vit d'abord une affreuse créature contrefaite, bossue, lipue, et dont les yeux globuleux injectés de sang étaient à fleur d'un visage horrible. C'était Crapaud, le bouffon nain et l'âme damnée du Seigneur des Ténèbres. Crapaud s'approcha obséquieusement du trône où était assis le roi à la corne, dont la tête squelettique émergeait d'un capuchon noir. Autour de lui, des soldats terrifiants montaient la garde. Le Seigneur des Ténèbres! Majesté, nous avons réussi cette fois. Amenez ici le prisonnier. Alors, 2 gardes s'avancèrent, traînant après eux le pauvre Tirelire enchaîné et qui tremblait de peur et poussait des petits cris de désespoir. Oh non, non, c'est trop lâche. Voilà, voilà, sire. Voilà le fameux cochon qui a des visions et crée des images. Un large bassin d'eau fut aussitôt placé devant Tirelire. Alors, petit cochon, le moment est venu de révéler à sa majesté le Seigneur des Ténèbres, où on peut retrouver le chaudron magique. Disant cela, l'horrible Crapaud brandissait des fers rougis au feu dont il menaçait le pauvre Tirelire. Alors Taram ne put supporter plus longtemps ce spectacle. Sans réfléchir aux conséquences, avec tout le courage et l'audace d'un jeune homme, il bondit hors de sa cachette. Non, ne faites pas cela. 2 gardes s'emparèrent immédiatement de Taram et le traînèrent au pied du trône, devant le terrible roi. Taram essayait de ne pas trembler. Je suppose que tu es le garçon qui veille sur ce cochon miraculeux. Oui, sire, c'est moi. Alors, ordonne-lui de m'indiquer le lieu où se trouve le chaudron magique. Ah, sire, c'est impossible. Je ne peux... Très bien. Dans ce cas, ce maudit cochon ne m'est d'aucune utilité. Alors, et qu'allez-vous faire de lui? Le Seigneur des Ténèbres bougea la main et aussitôt, Crapaud, s'emparant du petit cochon, lui inclina la tête sur une large pierre dressée au milieu de la salle. Le bourreau levait déjà sa hache quand Taram poussa un cri. Il tremblait et suait à grosses gouttes. Arrêtez, sire. Je vais faire ce qu'il faut pour qu'il vous montre... Voilà qui est mieux. Allons, dépêche-toi. Alors, cochon, fais venir tes images. Tirelire, par toi, je vais savoir, à travers l'eau de ce miroir, ce qui se cache au-delà de mon pouvoir. Oh, regardez, sire, ça marche. Le chaudron magique. Il existe donc. Allons, continue. Où est-il? Montre-moi. Le roi était penché sur le baquet, tremblant d'impatience. Plus rien ne semblait exister pour lui que cette vision délirante. Alors, Taram prit soudain le baquet à plein bras et le projeta sur le visage du roi. L'eau brûla les yeux caverneux du roi. Dans le désordre qu'il venait de créer, Taram s'empara rapidement du petit cochon et courut de toutes ses forces vers la sortie du château. Allez, Tirelire, courage! On va y arriver! Attrape
Attrapez-les! Tous derrière eux! Taram, profitant de l'avance qu'il avait acquise, atteignit bientôt le parapet du chemin de ronde. Les douves! C'est notre seule chance de leur échapper. Il faut sauter, Tirelire. Taram, soulevant Tirelire, lui fit franchir le parapet. Le petit cochon plongea dans l'eau des douves. Nage, petit! Vite! Vite! Taram s'apprêtait lui-même à sauter quand la dernière porte qu'il avait fermée derrière lui vola en éclats. L'horrible crapaud s'accrocha à ses jambes. Ça y est, j'en tiens un! Aidez-moi! Toute la troupe fut bientôt de retour dans la salle du château. Taram, épuisé, était traîné par les gardes. Non, Jolie Majesté, c'est moi qui l'ai attrapé. Mais tu as laissé fuir le cochon, n'est-ce pas? Ah, mais ce n'est pas ma faute, Majesté. Fais enfermer ce gardien de cochon dans le grand donjon. Je réglerai ton sort plus tard. Jeté dans un cachot noir et glacial, le pauvre Taram se savait condamné au pire châtiment, mais au fond de lui-même, il gardait l'espoir que Tirelire, échappé des griffes du tyran, pourrait rejoindre Dalben. Il était là, à soupirer, quand soudain, il entendit un bruit insolite. Dans la pénombre, il vit une dalle du sol se soulever comme par enchantement. Et une petite balle lumineuse surgit de terre et se mit à flotter dans la nuit. Taram était muet de surprise et de peur. Son étonnement grandit encore quand il aperçut une gracieuse jeune fille qui, à son tour, émergea de sous la dalle. Elle fit quelques pas dans le cachot et dit d'une voix douce et harmonieuse: « J'ai entendu du bruit ici. Oh, c'était vous? Oui. Je suppose que vous êtes prisonnier aussi. Oui. On me retient ici contre ma volonté. Je suis la princesse Héloïse. Êtes-vous prince ou chevalier? Non. Je suis assistant gardien de cochon. Quel dommage. J'espérais tellement rencontrer quelqu'un qui m'aiderait à fuir. Eh bien, tant pis. Mais si vous voulez venir avec moi, je vous y autorise. Je peux? Mais oui, je vous l'ai dit. Oh, ce méchant roi. Il m'a fait enlever car il pensait que la petite balle magique, qui me précède toujours, pourrait lui indiquer la place d'un vieux chaudron qu'il recherche. C'est pour ça aussi qu'il veut s'emparer de mon petit cochon. Ah oui, c'est vrai. Votre cochon. Mais mon cochon est exceptionnel. Il peut lire dans le futur. Ah, très intéressant. Bien. Je crois que vous devez me suivre de très près si vous ne voulez pas me perdre. La princesse Héloïse se glissa dans un étroit passage dissimulé dans la muraille. Taram, conquis, ne la quittait pas d'un pouce. Nous voici dans la chambre funéraire. Ceci est la statue gisant du grand roi qui a bâti ce château avant que le seigneur des ténèbres ne s'en empare. Aidez-moi, surveillez bien partout. C'était certainement un très grand roi. Oh, quelle épée merveilleuse il tient dans ses mains. Héloïse et Taram, guidés par la balle lumineuse, avançaient à pas incertains. Ils parvinrent bientôt à se glisser hors de la crypte funéraire. Où avez-vous pris cette immense épée? Là-bas, sur le tombeau. Vous voulez dire que vous l'avez enlevée des mains du roi? Ah, vous savez, de toute façon, il ne peut plus s'en servir aujourd'hui. Mais pour moi, elle peut être très utile. À ce moment, ils entendirent des plaintes et des cris qui venaient d'une salle voisine. Taram serra son épée et ils marchèrent avec précaution vers l'endroit d'où venaient les bruits. Dissimulés dans un coin, ils virent un garde en train d'enchaîner contre le mur un personnage maigre et famélique. Je vous répète que vous commettez une erreur. Je ne suis ni un traître, ni un espion. Je suis un troubadour, un poète. Je vais chanter dans les châteaux. Je vous jure que je ne savais même pas qui était le maître de celui-ci. Je passais simplement par ici. Sans écouter les plaintes du pauvre homme, le garde renifla, haussa les épaules et après s'être assuré que les chaînes étaient bien scellées au mur, sortit de la prison. Je chanterai autant que vous voudrez, pour rien. Je suis Ritournelle, le roi des ménestrels, le troubadour des grandes cours de ce pays. À cet instant, la harpe du troubadour posée à terre se mit à vibrer toute seule.
Quoi? Qui est là? Au secours! Bonjour. Laissez-nous faire. Nous allons vous libérer de vos chaînes dans un instant. Voilà, vous êtes libre. Du fond du donjon, on entendit soudain des cris d'alerte qui se répercutaient sur les murs de pierre. Il s'est échappé! Le jeune gardien de cochon s'est enfui! Nous sommes poursuivis. Oh, Dieu des poètes! Aidez-nous! Le voilà! Je le tiens! Taram brandit son épée face à la hache du garde. Le garde frappa un grand coup et la hache vint se briser net sur l'épée, qui semblait se mouvoir toute seule. 1000 éclats jaillissaient de sa large lame. En un instant, le garde fut terrassé. Taram saisit la main de la princesse. Tout va bien? Oui, bien sûr, je... Venez, princesse. Je vais vous tirer de cette prison. Les voilà! Vite, par ici. Là, l'escalier. Hélas, la route était barrée par 2 autres gardes menaçants. Le premier d'entre eux brandit sa lance dans leur direction. Taram fit un moulinet avec son épée. La force du coup désarma le garde et l'envoya rouler dans l'escalier. Dans sa chute, il entraîna le 2e garde. La route était libre. Taram, tirant Héloïse derrière lui, bondit en direction du pont-levis. Nous les tenons! Nous les tenons! Tous par ici! Oh non, Taram! Ils vont me rattraper. Je n'en peux plus. Nous revoilà! Sale gardien de cochon! Tu ne m'échapperas pas cette fois! Taram! Fais quelque chose! Utilise ton épée! Taram regarda la porte immense du pont-levis. Désespéré, il prit son élan et de toute sa force frappa la chaîne qui retenait le pont. 1000 éclairs jaillirent aussitôt de l'épée dont la lame paraissait incandescente. La chaîne se brisa d'un coup et le pont commença à s'abaisser. Fuyez, vite. Encore un effort, princesse. À cet instant, Ritournelle surgit dans la cour. Attendez-moi! J'arrive! Crapaud et les gardes, surpris et désemparés par la chute du pont-levis, laissèrent s'enfuir leurs 3 prisonniers. Tant pis, tant pis. Le roi fera ce qu'il voudra. Ce n'est pas ma faute. Je lui expliquerai. Ce pont-levis qui s'abaisse tout seul, mais... Ah non, je suis pas responsable. Non. Oui, sire. As-tu des nouvelles du cochon? Exactement, sire, mais le jeune gardien a réussi à prendre la fuite. Eh bien, tant mieux. Il va nous conduire tout droit jusqu'à ce maudit cochon. Envoie les griffus à sa poursuite. Qu'ils le suivent par tous les moyens. Bien sûr. À vous entendre, Pendant ce temps, la princesse Héloïse, Taram et Ritournelle avaient pu s'enfoncer dans les bois. Rompus par leurs efforts, mais réconfortés par leur liberté retrouvée, ils s'étaient réfugiés au cœur de la forêt, non loin d'une clairière riante. La gloire me sourit. J'ai vaincu l'infortune. La vie est belle pour Ritournelle. Vous n'êtes pas un peu effrayé, Ritournelle? Un ménestrel qui se nomme Ritournelle n'a jamais peur. Moi non plus. Non, je n'ai pas eu peur. Pas eu peur, tandis que nous savions notre vie menacée? Bien sûr, bien sûr. N'empêche que je vous ai sorti de là, n'est-ce pas? Pas vous, Taram. C'est l'épée magique qui a tout fait. Peut-être, mais il fallait un vrai chevalier, un guerrier intrépide pour manier une telle épée. Comme vous voudrez. Ce qui reste vrai est que cette épée est magique. Magique. Vous ne savez dire que ça. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'une fille peut savoir sur les épées? Une fille, n'est-ce pas? Et sans cette fille, vous seriez encore au fond du donjon. Disant cela, la jeune princesse tourna les talons et s'enfuit vers l'intérieur de la forêt. Taram, qui regrettait déjà ses paroles, essaya de la rattraper. Ritournelle, de son côté, courut derrière Taram. Il n'avait pas fait 10 pas qu'une chose étrange sauta sur son épaule et lui arracha son bonnet. Ritournelle buta sur une souche et tomba au sol. Au secours! Au meurtre! À moi! Oh, c'est jour de choses de Gurki. Rends-moi mon chapeau! Chapeau? Ah ça, Gurki aime beaucoup chapeau. Rends-le-moi, je te dis! Ah non, Gurki veut ça. Gurki, te voilà à nouveau. Oh, prince! Oh, monseigneur! Vieil homme est tombé pour attraper chapeau. Lève-toi, lève-toi! Ça alors? Qui est ce personnage bizarre?
Un ami à toi? En aucune façon. Il n'est pas mon ami. Des traces. Gurki a trouvé traces, petit cochon. Gurki a bonne mémoire. Des traces? De tirelire? Où ça? Gurki a vu traces aujourd'hui. Suivez Gurki. Taram et ses amis se mirent en route à travers les sentiers de la forêt. Gourki bondissait devant eux, leur montrant le chemin. Ils aboutirent bientôt à un large étang. Gourki s'y engagea, sautant sur les pierres qui affleuraient la surface de l'eau. Voyez, mon prince, les marques. C'est encore tout frais. Elles n'ont pas eu le temps de sécher. Gourki triomphait. Mais au même moment, le petit rocher sur lequel il se trouvait se mit à bouger dangereusement et sombra d'un coup. Un tourbillon violent s'ensuivit. Gourki appela au secours. Taram, aidé de la princesse Héloïse et de Ritournelle, tenta de lui porter secours. Tiens bon, prends ma main. Gurki, ne fais pas nager. Au secours, au secours. Le tourbillon s'amplifia. Toute la surface du petit lac entra dans une violente turbulence. Taram, Héloïse, Ritournelle furent engloutis à leur tour. Ils se retrouvèrent au fond du lac, au pays des elfes. Étourdis mais sains et saufs, ils virent qu'ils avaient abouti à une sorte de caverne où ils furent découverts par le roi des elfes, nommé Bedaine, et son ministre Ronchon. Bienvenue dans mon royaume. Je suis le roi Bedaine, roi du pays des elfes. Comment diable ont-ils pu arriver ici? Je crois que je t'avais dit de régler le tourbillon. Je l'ai réglé? Bien réglé? Je l'affirme? C'était parfait. Il faut croire que ce n'était pas si parfait que ça. Il ne devait pas pénétrer ici. Tout ce qui arrive est toujours de ma faute. Venez-vous faire une visite amicale? Je suppose que c'est aussi de ma faute si le petit cochon est ici. Tirelire? Tirelire est ici. Oh, bien. Ce petit cochon vous appartient donc? Dieu soit loué. Voilà au moins un souci que je n'aurai plus. Le roi demanda à son ministre d'aller chercher le petit cochon. Aussitôt qu'il vit Taram, Tirelire bondit dans ses bras. Tirelire, mon petit Tirelire, tu es vivant. Dites-moi, mes amis, est-ce que les choses continuent à mal aller là-haut? Vous voulez parler de ce déchet de l'humanité, ce roi des ténèbres? Mais enfin, personne ne se dressera en face de lui. C'est inimaginable. Nous avons rencontré ce démon. Il est à la recherche du chaudron magique. Et s'il le trouve, il nous détruira tous. Tous! Il ne le trouvera jamais, jamais. Ce maudit chaudron est en sûreté, caché dans les marais de Morva. Les marais de Morva, dites-vous? Eh, enfin, oui, je le pense. Mais voyons voir. Si nous pouvons, les premiers, retrouver ce chaudron et le détruire, ce serait la fin de tous nos problèmes. Un instant. Je n'ai jamais pensé que... Mais, enfin, pour tout dire... Les marais de Morva sont très difficiles à atteindre. Ma foi... Quoi? Pourrais-tu les y conduire? Que dites-vous, sire? Moi? C'est entendu. Nous allons le faire. Ah, attends, Tirelire, ne t'agite pas. On va voir ce qu'on fait de toi. N'ayez pas d'inquiétude. Nous nous occuperons de lui ici. Il rentrera à la maison. Merci, Majesté. Toi, Tirelire, sois très sage et très obéissant. Les elfes jetèrent sur les voyageurs une sorte de poudre scintillante et, à leur grande surprise, ils se retrouvèrent flottant dans les airs, hors du pays des elfes. Ils parcoururent ainsi un long chemin, traversant les nuées, jusqu'au moment où ils sentirent autour d'eux une atmosphère froide et humide. Voilà, nous sommes arrivés. Ce sont les marais de Morva que vous vouliez atteindre. Quel horrible pays! C'était en effet la désolation. Des arbres noirs et tordus se détachaient sur un ciel de plomb. Des lianes enchevêtrées bordaient les rives bourbeuses des marais. Je crois que nous nous sommes perdus. Êtes-vous sûr que nous sommes au bon endroit? Sûr, absolument sûr. Suivez-moi. Ils avancèrent tant bien que mal,
à travers les sentiers encombrés de racines et de souches pourrissantes, jusqu'au moment où ils se trouvèrent face à une chaumière délabrée, perdue dans la brume. Le toit était envahi par des lianes et des branches tordues d'arbres morts. Bienvenue à Morva. Ceci est la demeure des 3 sorcières des marais. On dirait qu'il n'y a personne. Il faut regarder à l'intérieur. Si je pouvais seulement ouvrir cette porte. Oh, elle est coincée. Ça y est. L'intérieur de la chaumière était sombre. On ne pouvait rien voir. La luciole de la princesse éclaira bientôt la pièce où ils avaient pénétré. C'était sinistre. Un crâne humain ornait la cheminée. Héloïse tremblait de peur. Comment pouvons-nous espérer trouver ce fameux chaudron ici? C'est impossible. Pourtant, il devrait être ici. Taram entreprit de fouiller la chaumière. Il vit qui trônait dans un coin une énorme malle en ruine. Son espoir grandit, mais lorsqu'il souleva péniblement le couvercle, des centaines de grenouilles bondirent hors de la malle et s'enfuirent par la porte ouverte. C'était seulement des grenouilles, Héloïse. En vérité, c'était jadis des personnes. Vous voulez dire qu'elles ont été changées en grenouilles? Quelle horreur! Oh, allez voir mon prince que Gorky a découvert. Vite, vite, suivez Gorky. Attention, par ici. Regardez, il y a des chaudrons partout. Je ne comprends plus rien. Que peut-on faire de tant de chaudrons? C'est à cet instant que surgirent les 3 sorcières. Elles avaient bien l'apparence des sorcières telles qu'on les imagine. Échevelées, les gestes désordonnés, elles se précipitèrent toutes les 3 vers Taram. L'une se nommait Griotte, la seconde Goulu, la troisième Grièche. Voleurs! Voleurs! Vous êtes des voleurs! Par le diable! Ils ont volé toutes nos grenouilles! Vous n'êtes que de mauvaises gens! Vous allez tous être changés en grenouilles et on vous mangera! Tendres et doudus! J'en ai l'eau à la bouche! Ravi de vous avoir rencontré, mesdames. Ravi. Au revoir et pas à bientôt. Et vous? Attendez un peu. Vous êtes, je crois, le Don Juan de la bande. Qui? Moi? Franchement, avouez-le, vous ne me trouvez pas irrésistible? Sans doute, sans doute. Vous êtes très attirante. Oh! Arrêtez cette comédie amoureuse! Et disant cela, la terrible Griotte pointa son doigt décharné en direction du pauvre Ritournelle. Il y eut un éclair, et le ménestrel fut changé aussitôt en une petite grenouille, alors que Goulu s'apprêtait à le prendre dans ses bras. Allez vite, vite! Le bouillon est en train de cuire! Tu ne vas pas manger celui-là? Ah non, non, non et non! Je t'en empêcherai! Ce fut au tour de Goulu de pointer son doigt en direction de la grenouille, et aussitôt, Ritournelle retrouva sa forme humaine. Viens par ici, mon beau chevalier. Y a-t-il ici quelqu'un capable de nous marier? Ça suffit, mesdames. Soyons sérieux. Nous sommes venus ici pour récupérer le chaudron magique. Vous avez entendu ça, mes sœurs? Personne n'a osé demander le chaudron depuis au moins 2000 ans. Attention, mes sœurs! C'est un piège! On ne va pas les laisser toucher à ce chaudron! Vous êtes bien d'accord? Vous faites pas de soucis, mes sœurs. Laissez-moi faire. Dites-moi, jeune homme, vous pourriez peut-être vous passionner pour autre chose? Je ne sais pas, moi. Une marmite, une bouilloire, une casserole, une théière, une jarre, un plat, une chaudière, une saucière, une salière. Au fur et à mesure que la sorcière énumérait ses ustensiles de cuisine, chacun d'eux apparaissait et se mettait à tournoyer dans les airs. Tous les assistants étaient assaillis, qui par une soupière, qui par une jarre. Taram brandit son épée pour se défendre, mais l'épée magique lui échappa des mains et seul se mit à fracasser chacun des objets volants. Taram finit par la récupérer et tout rentra dans l'ordre. Oh, quelle aventure! C'est incroyable. Je n'ai jamais vu une épée semblable. Moi, j'ai envie d'avoir un tel instrument. Écoutez, mes sœurs,
nous pourrions céder le chaudron magique contre cette épée. Mais que pourront-ils faire du chaudron, Grièche? Rien, justement. C'est là notre astuce. Vous ne voyez pas qu'à la fin, nous récupérerons le chaudron et nous garderons l'épée. Allez, j'ai décidé, j'ai d'accord. Vous pourrez avoir le chaudron magique. Vous voulez dire que vous nous le donnez? Ce n'est pas ce que je dis. Nous ne donnons jamais rien. Nous vous proposons un marché. Le chaudron contre l'épée. Non. Non, non, non. Vous n'aurez jamais mon épée. Mesdames, vous ne préférez pas cette jolie harpe? Mais que voulez-vous qu'on ait en face? Une harpe. Très bien. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est d'accord. Voici mon épée. Avec solennité, Taram, comme un vrai chevalier, s'agenouilla devant les sorcières et, offrant son épée, dit d'une voix empreinte d'émotion: Je donne ici, en échange du chaudron magique, mon épée, mon bien le plus précieux. Alors, Grièche tendit ses deux bras décharnés, poussa un cri, et l'épée disparut. En même temps, les trois sorcières s'évanouirent dans un nuage de fumée. La terre commença à trembler, un vent violent se leva, une large crevasse apparut sur le sol. Tout semblait exploser. Nos amis étaient terrorisés. Dans la brume et la vapeur qui les entourait, ils virent surgir, immense, sinistre, noir, le chaudron magique. Il était impressionnant. Regardez, le voilà. Le chaudron magique. Cette fois, il est à nous. Sans attendre, nos compagnons s'emparant de pieux, de barres, de lourds bâtons qui traînaient autour d'eux, se mirent à frapper le chaudron de toute leur force. Les sorcières, invisibles, cachées dans un nuage, riaient de leurs efforts. Pauvres imbéciles, ils ignorent que le chaudron est indestructible. Écoutez, faibles humains, ce chaudron ne pourra jamais être détruit. Seule sa puissance maléfique peut être annulée. Il y a donc un moyen. Dites-le. Il faut qu'un être vivant décide de sa propre volonté de plonger à l'intérieur du chaudron. Mais le malheureux doit savoir qu'il n'en ressortira jamais. Ce sacrifice seul arrêtera le pouvoir maléfique du chaudron. Écoutez, mesdames, ce que vous faites là n'est pas loyal. Nous avons fait un accord. Oui, vous nous aviez dit que nous aurions le chaudron. Bien sûr, mais vous l'avez. Et ce n'est pas notre faute si vous ne pouvez rien en faire. Il est là, à vous. Prenez-le. Au revoir, braves gens. Nous avons respecté notre marché. À cet instant, Ronchon, fort en colère, décida de tous les quitter. C'est chaque fois la même chose avec vous. Vous vous arrangez toujours pour être des victimes. J'en ai assez. Au revoir. Ronchon a raison. J'ai échoué. Tout est ma faute. Sans mon épée, je ne suis rien. Rien qu'un aide garde-cochon. Ce n'est pas vrai. Même sans cette épée, vous êtes quelqu'un de très courageux. Moi, je crois en vous. C'est vrai? Oh, princesse, vous me redonnez force et espoir. Vous êtes tous bons et loyaux. C'est à moi de faire la preuve. Ah! Ces horribles choses! Regardez! Là-haut! Tous nos amis levèrent la tête dans la direction indiquée par Héloïse. Les griffus, en un vol lourd et lent, passaient dans le ciel. Leurs silhouettes menaçantes se détachaient dans la nuit éclairée par l'éclat blanc de la lune. Ça y est, ça recommence. Au revoir, à bientôt.
Cachez-vous vite! Ils ne doivent pas nous repérer! Taram, Héloïse et Ritournelle tentaient de se dissimuler dans les buissons quand ils tombèrent en face d'un groupe de gardes. Lancés à leur poursuite, ils furent cernés de toutes parts. Cette fois, nous vous tenons. Tout est perdu! Dans le château du Seigneur des Ténèbres, au plus profond de la salle des secrets, Crapaud surveillait le déchargement de dizaines de squelettes. Taram, Héloïse et Ritournelle, attachés par le poignet à une énorme poutre, assistaient à ce sinistre spectacle. Le chaudron noir trônait au milieu de la salle. Le roi fit bientôt son apparition. Un sourire de satisfaction déformait son affreux visage. Tout est prêt, sire, et les prisonniers sont là. Ah, vous voici donc réunis, braves et courageux adversaires. Toi, gardien de cochon, toi, petite fille qui joue à la balle, et toi, troubadour efflanqué. Peut-être aimerez-vous savoir ce que le sort vous réserve. Je vais faire revivre devant vous l'armée de tous mes guerriers morts. Ils vont surgir de ce chaudron. Debout, mes soldats de la mort. Votre heure de résurrection est venue. Le roi s'empara d'un squelette et le plaça au fond du chaudron, qui se mit aussitôt à vibrer. Les griffes de ses pieds s'enfoncèrent dans le sol. Des vapeurs verdâtres, irrespirables, montèrent de ses profondeurs. Elles enveloppèrent les squelettes armés qui aussitôt commencèrent à frémir et à bouger. Oh! C'est effroyable! Mes chers soldats, morts depuis des siècles, reprenez vie. Personne n'aura jamais eu une armée semblable. Les gardes eux-mêmes reculaient de frayeur. Les squelettes surgissaient sans cesse du chaudron et passaient en rang serré devant le roi. Avancez, avancez, soldats de la mort. Détruisez tout sur votre passage. Venez, sire, suivez-moi. La vue de ce spectacle est meilleure de là-haut. Le roi suivit l'affreux Crapaud dans un escalier en spirale qui dominait la salle. Taram, je crains hélas que tout ne soit perdu cette fois. Je ne croyais pas que nous en arriverions là, ma douce princesse. Oh, si je pouvais redevenir grenouille. Pendant qu'ils assistaient à ce spectacle de terreur, Gourki, qui avait regretté d'avoir abandonné une fois de plus ses amis, s'était introduit subrepticement dans le château. Il s'apprêtait à ouvrir une porte quand il fut jeté au sol par l'armée de squelettes qui passait devant lui sans le voir. Gurki, C'est toi, mon prince. qu'est-ce que tu fais ici? Gurki regrette toujours s'enfuir. Gurki va tous vous détacher pour partir d'ici. Merci, Gurki. Très vite. Héloïse, Ritournelle, sortez d'ici en suivant Gurki. Moi, je vais m'occuper du chaudron et arrêter cette horreur. Ne faites pas cela, Taram. Vous ne pouvez pas vous sacrifier. Il y a peut-être un autre moyen. Non, princesse, il le faut. Taram grimpa alors en haut d'une arche qui dominait le chaudron bouillonnant. Arrêtez, Taram. Je vous en supplie. La décision est prise. Il le faut. Gourki suivit Taram au sommet de l'arche. Il se mit à lancer quelques pierres dans le chaudron et chacune provoquait une sorte d'explosion. Attendez, mon prince. Gurki ne laissera pas son maître sauter dans le chaudron. Pousse-toi de là, Gurki. Tu me gênes. Non. Gurki ne laissera pas son maître mourir. Si je ne le fais pas, le monde entier est perdu. Gurki ne veut pas que son maître saute. Taram a beaucoup d'amis. Gurki n'a pas d'amis. Non, Gurki. Ne fais pas ça. Gurki. Gurki. Non. Non. Et avant que Taram n'ait pu faire un geste, le petit personnage bondit et plongea droit dans les vapeurs au-dessus du chaudron. Quand il l'atteignit, le chaudron fut immédiatement embrasé par des flammes terrifiantes. Sire,
regardez, il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, aussitôt après le saut de Gourki, l'armée de squelettes commença à se disloquer. Sa marche vers le pont-levis s'arrêta. Les squelettes tombaient les uns après les autres dans des craquements sinistres. Le sacrifice de Gourki avait mis fin au maléfice. Qu'est-ce qui se passe, sire? Ils s'écroulent tous. C'est impossible. Il vaudrait mieux que ce ne soit pas ta faute. Taram, Héloïse, Ritournelle dévalaient à toute allure l'escalier qui conduisait à la salle. Le chaudron réingurgitait peu à peu toutes les vapeurs qui s'étaient échappées un moment plus tôt. Sortez d'ici, princesse. Vite, vite. Mais Taram, je croyais... Sauvez-vous, sans attendre, avec Ritournelle. Moi, je vais voir s'il y a une chance de récupérer Gurki. Un vent violent se mit à souffler, poussant irrésistiblement Taram vers le chaudron. Le jeune garçon luttait de toutes ses forces. Il réussit à saisir un solide anneau scellé à une grosse poutre. Il s'y cramponna et parvint ainsi à résister à l'attraction du chaudron. Le Seigneur des Ténèbres traîna Crapaud dans la grande salle. Sur son passage, il repoussait du pied les os disloqués des squelettes qui barraient son chemin. Écartez-vous, imbécile! Ou bien relevez-vous et tuez! Sire, voyez là, c'est le gardien de cochon, tout est sa faute. C'est la dernière fois que ce garnement se mettra en travers de ma route. Étranglez-le, sire, de vos mains puissantes. Tu vas mourir, sale gardien de cochon! L'horrible roi allait atteindre Taram quand il fut saisi par un tourbillon de vapeur et de brume qui l'entraîna vers le chaudron. Il se débattait de toutes ses forces. Ses mains décharnées s'agrippaient au bord du chaudron. Ses doigts crochus se brisaient dans de sinistres craquements. Finalement, le chaudron eut raison de sa force. Non, non, vous ne m'anéantirez pas. Ma puissance ne peut disparaître. Tout son corps déchiré fut englouti d'un coup par le chaudron. Il ne resta rien du Seigneur des Ténèbres qu'un nuage de vapeur et de brume. Pauvre grand roi. Oh, comme c'est triste. Hop là, il s'est envolé. Le chaudron vibrait sur ses pins griffus, des nuées de vapeur nauséabondes s'échappaient de ce gouffre. Taram s'éloigna à toute allure de l'énorme engin qui vomissait des flammes. L'explosion allait se produire. Héloïse, Ritournelle, Par ici, vite! Les flammes les entouraient, leur barrant le chemin de la fuite. Il fallait à tout prix sortir de ce brasier avant l'explosion finale. par là, il y a encore une issue. Sautez, sautez. Taram, regarde! Il y a une petite barque dans la douve! Nous sommes sauvés. Nous allons gagner la rivière. Mais il fallait franchir l'écluse. Et elle était fermée. Les flammes gagnaient tout le château et les environs. Taram se battait pour briser les chaînes de l'écluse. Hélas, il n'avait plus son épée magique. Soudain, une énorme explosion éclata derrière eux, projetant la petite embarcation au-dessus de la porte de l'écluse. Une colonne géante de fumée surgit hors du brasier. Dans les brumes ardentes, ils virent Crapaud tenu dans les serres d'un griffu. L'oiseau sinistre gagne à l'horizon. Le chaudron fumant flottait dans l'eau des douves. Alors, dans le ciel de boue, nos amis revirent apparaître les trois sorcières. Comme il a l'air triste, notre petit ami. Et pourtant, il a eu ce qu'il voulait, mais je crois que ça ne lui suffit pas. Que venez-vous faire encore, mesdames? Nous devons régler un compte avec notre jeune héros. Héros? Vous vous trompez. C'est Gurki, le héros. La seule chose importante pour toi, c'était le chaudron. Maintenant, il ne te sert plus à rien. Nous venons les récupérer avant de retourner chez nous. Oh, une minute, mesdames. Nous non plus, nous ne donnons rien pour rien. Quel est le marché que vous proposez? Une magnifique épée de chevalier. Je ne suis pas un chevalier. Je suis un gardien de cochon. Je n'ai rien à faire d'une épée. Mais je vous propose un échange. Oui, nous écoutons. Gardez l'épée
et rendez-nous Gurki. Oh là là! C'est impossible. Jamais cela ne s'est produit! C'est bien ce que je pensais, mesdames. Vous êtes des sorcières de pacotille. Vous n'avez pas de vrai pouvoir magique, simplement quelques trucs. Vexées, les trois sorcières se tenant l'une à l'autre firent un cercle qui se mit à tourner de plus en plus vite jusqu'à n'être plus qu'un trait de couleur. Le chaudron bondit hors de l'eau et rejoignit le cercle magique. Il devint un objet de lumière éclatante. Il éclairait tout le ciel. Le cercle cessa bientôt de tourner, toucha le sol, et l'on vit apparaître le petit Gourki qui semblait sans vie. Taram le prit aussitôt dans ses bras. Taram pleurait à chaudes larmes. Il serrait Gourki tout contre son cœur. Et à cet instant, le malicieux petit personnage glissa une main dans la veste de Taram et il dit « Mâcher, mâchouiller et croquer. Gurki cherche quelque chose. » Oh, Gurki, tu es vivant! Il est vivant! Il est vivant! Ouais! Il est vivant! Rentrons tous à la maison, mes amis. C'est le jour le plus heureux de notre vie. » Tous furent bientôt réunis dans la ferme de Dalben, le vieux magicien. Tirlir, qui avait été reconduit par le roi des elfes, retrouva ses amis avec joie. Depuis la disparition du Seigneur des Ténèbres, tout le pays de Pryden était en liesse, et la nature elle-même était devenue à nouveau riante et gaie. Pryden fêtait ses héros, une princesse adorable, un troubadour famélique, un petit personnage qui mâchait, mâchonnait et croquait, et Taram, le gardien du petit cochon. Taram savait désormais qu'il n'avait pas besoin d'une épée pour être un héros. Et le vieux Dalben, souriant, le regardait attendri. Je fais du bon travail, petit. Du bon travail. Et j'espère que tu as passé un bon moment tout au long de cette vidéo et que son concept t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si tu préfères une lecture ou bien simplement de la musique en fond sonore. Oh, et n'oublions pas le petit emoji de la semaine. Aujourd'hui, ce sera un chronomètre, comme tu l'as vu dans le titre. Allez, sur ce, je te dis bon colo et à bientôt. Bye bye!